2 minutes d'avance, comme ça j'ai 52 minutes. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma session sur Vertex et comment écrire une application concurrente et polyglotte avec. Donc je me présente rapidement. Donc je suis employé par Red Hat depuis 10 mois pour travailler sur Vertex. Avant j'étais un peu contributeur sur Vertex sur quelques parties. Je travaille dans l'open source depuis 12 ans dans diverses compagnies, dont Red Hat avant. Je suis aussi Jug Leader à Marseille et il y a quelques projets open source auxquels j'ai contribué que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et voilà, donc le projet. Donc d'abord, j'aimerais dire que c'est une nouvelle présentation, donc je l'ai répété, mais il peut y avoir des petits trucs. Et ça parle aussi principalement de Vertex 3. Et, alors je sais qu'à la fin on aura une session de questions-réponses, mais si vous avez des questions sur quelque chose que vous ne comprenez pas pendant la présentation, je vous invite à lever la main si quelque chose n'est pas clair, parce que si ce n'est pas clair pour vous, c'est peut-être pas clair pour d'autres personnes. Voilà, donc le projet en lui-même, en fait, donc c'est un projet open source sous dual licence, Apache et Eclipse. Le projet est sous la fondation Eclipse, c'est donc un projet indépendant, même si aujourd'hui Red Hat paye 2 développeurs pour travailler dessus. La version 2.1, c'est celle qui est utilisée par la plupart des gens, parce qu'il y a des gens en production aujourd'hui avec Vertex 2.1. Donc avec la version open source, Red Hat aujourd'hui n'a pas de produit associé à Vertex. Depuis une dizaine de mois, depuis 1 an à peu près, la version 3 est en développement. Et donc j'ai rejoint l'équipe Vertex pour aider au développement de la V3. Là on en est à la milestone 4 qui a été réalisée la semaine dernière. Et donc on va principalement parler de ça. Certaines fonctionnalités sont dans Vertex 2. J'essaierai d'être clair sur ça en fait, mais bon voilà, la version 4, la milestone 4 est largement utilisable. Elle est pas mal en fait. Ce qui différencie, j'en parlais un peu. Donc qu'est-ce que Vertex? C'est un framework pour développer des applications. Alors c'est un framework, aujourd'hui c'est plus une librairie qu'un framework. C'est un peu la tendance actuelle d'aller vers des choses assez légères et embarquables. Donc une des choses importantes, c'est qu'on dit que Vertex est, en français, je ne sais pas comment ça se dit, donc je dirais non dogmatique, c'est-à-dire que Vertex, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous emprisonner le moins possible dans un modèle particulier, de vous donner le plus possible de choix et de liberté, en fait. Donc c'est pour ça déjà que c'est une librairie, comme ça c'est plus facile à embarquer. Et donc le but de cette librairie, c'est donc de développer des applications, donc au départ réseau. Alors quand je dis réseau, pour la plupart d'entre vous, ça sera du HTTP ou ce genre de choses. L'inspiration, effectivement, inspiration. Donc ici, qui est familier avec Node.js et le modèle de programmation, et qui est familier avec Vertex, qui a déjà utilisé Vertex, qui est en production avec Vertex. Ouais, une personne. Cool. Voilà, donc inspiration donc, de Node.js, mais aussi de Erlang OTP. Donc Erlang, c'est un langage qui se base sur l'échange de messages. Et donc, en fait, Vertex, au départ, ça s'est inspiré de ces deux choses. Donc, le modèle de programmation, ça va être principalement être des choses asynchrones, et on expliquera après pourquoi. Polyglotte. Donc, effectivement, comme vous savez, la JVM aujourd'hui est capable d'exécuter pas mal de langages, et donc c'est un peu ce qu'on fait dans Vertex. On utilise beaucoup c'est même un argument clé pour ce qu'on fait. Donc le but donc, de tout cet asynchrone, effectivement, c'est fournir des performances, grosses performances, scalabilité, léger embarquable. Aujourd'hui, Vertex Core, dépend de 2 ou 3 librairies, ça dépend de Jackson, je crois. Puis d'Hazelcast. En gros, ça fait 4 mecs de jar. Et avec ça, vous avez les fonctionnalités de base. Donc une API Core asynchrone. Donc on va voir ça un peu dans les démos. Donc très léger.
Donc on fournit toutes ces choses-là pour faire des... Alors c'est des choses assez bas niveau, surtout en HTTP, c'est-à-dire que Vertex Core de base, c'est pas un framework web, ça vous fournit une pile et un serveur, tout ce qui est HTTP, TCP, CCL, DNS. Donc là, si on regarde un peu les API, c'est un peu similaire à ce que Node.js fournit, effectivement. Données distribuées aussi, ça c'est important. Je ne vais pas en parler, mais c'est là. Donc le principe c'est l'asynchrone. Donc la plupart de la programmation se fait à base de callback. Donc pour ceux qui sont familiers avec ce modèle de programmation, ça va. Pour ceux qui ne connaissent pas, pensez un peu si vous écrivez du JavaScript dans le navigateur et que vous faites du jQuery ou que vous faites de l'Ajax, et en fait vous ne bloquez pas pour attendre le résultat d'une requête, vous donnez une fonction et la fonction est rappelée avec le résultat de la requête ou de jQuery, tout ce genre de choses. Et donc c'est le modèle de programmation qu'on utilise dans Vertex. Et la raison, en fait, c'est qu'en général, on utilise peu de threads pour gérer tout ça. C'est même un argument qu'on utilise, c'est qu'en fait, quand vous démarrez un serveur HTTP dans Vertex, ou vous écoutez des messages sur le bus d'événements, on vous donne la garantie que ce sera toujours exactement le même thread qui va être appelé. Et donc, en fait, le but de ça, il y a plusieurs buts. Le premier but, c'est ça simplifie un peu la programmation concurrente, c'est-à-dire si dans votre code, vous faites des choses où il y aurait de la concurrence et vous devez faire de la synchronisation, utiliser des volatiles, des choses qui peuvent arriver avant d'autres, utiliser des concurrents HMAP avec des put if absent. En fait, là, comme c'est toujours le même thread qui va venir, vous savez qu'à ce moment-là, en termes de concurrence, quand vous pourrez simplement utiliser une HMAP, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une concurrente HMAP, ce genre de choses. Et donc, plutôt que de penser parallèle, vous allez penser plus séquentiel, en fait. Et l'autre intérêt, effectivement, c'est la scalabilité. Alors, tout le monde n'a peut-être pas besoin de cette scalabilité, mais en tout cas, si vous avez besoin des choses et montez haut en thread, en fait, si votre scalabilité n'est pas, vous ne voulez pas qu'elle soit liée au nombre de threads dans votre serveur, c'est typiquement ce qu'on utilise, puisque le nombre de connexions concurrentes, simultanées, n'est pas corrélé au nombre de threads. Contrairement, par exemple, si on prend des modèles plus classiques, où on prend un thread qui va tout exécuter, là, à ce moment-là, si je veux 10 000 connexions simultanées, j'ai besoin des connexions qui vont traiter des données, j'aurai besoin de 10 000 threads actifs à ce moment-là. Donc polyglotte, donc dans la version 2, on supporte tous ces langages, et dans la version 3, pour l'instant, on supporte que ce duo. Dans la milestone 4, on ne supporte pas encore JRuby, mais ça sera dans la prochaine milestone. Voilà. C'est assez facile d'écrire des langages, je vais en parler un peu après. Enfin, c'est facile. On verra, c'est assez magique, c'est sympa. Alors le vertical, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, c'est un peu l'unité de base qu'on déploie dans Vertex. Que ce soit en Java. Alors en Java, on va étendre une classe vertical. En JavaScript, on va faire un petit script, ou en Groovy aussi. Et Vertex, quand il va déployer ça, il va le wrapper automatiquement dans un vertical. On garantit qu'un seul thread, effectivement, on va l'exécuter à un moment donné. Ça, c'est important. Et surtout aussi, des choses essentielles dans Vertex, c'est le bus d'événements qu'on va étudier aujourd'hui. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt d'écrire une application monolithique. On la décompose en verticals, et les verticals vont communiquer entre eux par échange de messages. Voilà. Donc démo, donc là je vais partir sur un petit Hello World. Alors je ne vais pas faire du code en live, je pense, parce que je pourrais, je l'ai fait tout à l'heure. Donc on va juste regarder le Hello World en fait, ou alors Voilà, donc là j'ai 4 Hello World en Java, en JS, donc à quoi ça ressemble. Je vais faire un VI pour regarder. Et puis, comme j'en ai deux, forcément la complétion ne marche pas. Donc voilà, donc sur un Hello World Java, tout le monde voit bien? Super. On étend la classe abstract vertical et on implémente la méthode start. Et donc on crée simplement un serveur HTTP, on met un request handler et on écoute. Et donc ça va, si j'exécute en fait. Alors Vertex, il y a plusieurs manières d'exécuter. On va en voir plusieurs aujourd'hui. Donc une manière simple, c'est l'historique, c'est utiliser un peu la ligne de commande avec le Vertex. Voilà, où vous avez pu faire plein de choses. Et donc là, si je fais
Vertex hello.java. Il va compiler et déployer le vertical pour nous, donc rapidement. Et donc là, forcément, de manière évidente, je récupère mon hello world. Donc là, on ne voit pas trop l'aspect callback, en fait, effectivement, puisqu'on serait dans une servlette, par exemple, je pense que ça serait à peu près équivalent. On a un callback aussi avec la requête et la réponse. C'est par exemple, si je veux faire quelque chose d'un peu différent, imaginons que par exemple, alors je peux essayer effectivement pour montrer. Alors, je ne suis pas dans mon meilleur élément avec VI, vous voyez. Je vais être beaucoup plus efficace avec ça. Là, je suis dans ma requête, j'ai ma lambda. Donc, une chose importante, effectivement, c'est Java 8. Vertex 3 et que avec Java 8. On utilise beaucoup les lambdas. Donc là, je vais prendre ma lambda, puis, qui était un truc comme ça, puis je vais le passer, alors je ne sais pas c'est quoi le nom, comme ça. Là, j'envoie ma réponse, et par exemple, je pourrais faire vertex.setTimer, et donc ça va me faire un timer. Et donc en Java, là où vous feriez un timer, vous aurez aussi un callback. En Java, ce serait pareil, remarque, mais vous aurez peut-être besoin d'attendre. Timer, et là, je vais avoir mon callback sur mon timer. Et là, je vais simplement délayer mon... Ah, lui, il me fait des indentations pourries. Et donc là, si je le lance, espérons que tout va bien, je n'ai pas fait d'erreur. Yes, ça marche. Donc là, il devrait attendre une seconde. Ouais, une temps de seconde d'attente, et hop, j'ai ma réponse. Voilà, donc j'ai pris des risques. Donc en JavaScript, c'est la même API, exactement. La différence, c'est qu'à la place des lambda, on utilise des fonctions. Et for Groovy, c'est la même chose, mais avec des closures en Groovy, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre donc que Vertex est effectivement polyglotte. Un des points importants entre la version 2 et la version 3, c'est qu'en version 2, on avait fait Vertex Core, enfin un team avait fait Vertex Core. Et après, d'autres personnes avaient porté, les langages de leur team avaient fait de base JavaScript et Groovy, je crois. Après, d'autres personnes ont porté en Scala ou dans d'autres langages. Et un des problèmes, c'est que quand Vertex évoluait, une nouvelle version, des nouvelles features, en fait, derrière, à la main, on devait maintenir ces API, les faire évoluer, être sûr qu'il n'y ait pas de bug, que ce soit exactement la même chose, la documentation. Donc tout ça, c'était un problème en termes de scalabilité, mais alors pas au sens performance, mais là au sens, si je veux plus d'API, il faut que j'embauche, pas embauche, mais il faut beaucoup de contributeurs pour faire toutes les API. Et puis je fais des nouvelles releases, plus de langage. À la fin, ça fait une matrice de choses à maintenir qui est assez impossible à faire, et surtout garantir qu'on a la même chose de partout. Et c'est de cohérence qu'on veut. Donc dans Vertex 3, on code génère une API, les wrappers en fait, grâce à un générateur de code basé sur les annotations, processing, tout ça. L'API a des contraintes, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser tous les threads dans l'API, tous les types Java dans l'API. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un type thread, parce qu'en JavaScript, ça n'aurait pas de sens de retourner un thread. Enfin, ça aurait sens, mais ce serait un objet Java, où il y a peut-être des trucs où il n'y aurait pas de sens. Et aussi, il y a des contraintes sur la synchronicité, c'est-à-dire que on va souvent utiliser des handlers, comme on a vu, pour passer en paramètres des lambdas qui sont mappés sur des fonctions, des choses comme ça. Et donc, au-delà de ça, en fait, on a aussi la documentation polyglotte. Donc, on génère... je ne vais peut-être pas le montrer, ça ne sert à rien. Donc, on génère aussi la même documentation dans tous les langages. Et les exemples qu'on a écrits en Java, on a aussi ce qu'on appelle le code translator, qui va prendre le Java et va le transformer du mieux qu'il peut, et ça marche assez bien, en Groovy ou en JavaScript. Donc nous, ça nous permet d'être vraiment efficace sur ça et de pouvoir gérer une stack, en fait. Parce qu'en fait, le but de Vertex 3, au-delà de Vertex 2, c'était un projet et la communauté autour faisait tous ces modules, et il y en a pas mal. Vertex 3, on fournit une stack de base, c'est-à-dire qu'on a pris la plupart des modules populaires qui étaient et dont les gens ont besoin, c'est-à-dire accès aux bases de données, ce genre de choses, et on en a fait une stack pour avoir un ensemble cohérent, réalisé et géré en fait et disponible pour développer des applications. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Tout va bien?
Donc, le bus d'événements, c'est un composant essentiel de Vertex. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas ce bus d'événements, en fait, quand vous faites une application HTTP, qu'est-ce que vous feriez? Vous pourriez utiliser du JPA, des choses comme ça, en fait, et des API qui sont bloquantes, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc, le bus d'événements permet d'isoler les verticals et de les forcer à communiquer entre eux par message et par exemple, si je vais faire une requête à la base de données, j'envoie un message au vertical MongoDB ou JDBC. Celui-ci fait sa requête et quand il a fini, il répond à mon message, il me fait un callback et moi, il me retourne le résultat de la réponse. Et après, je peux prendre ça et continuer mon traitement dans mon serveur. Donc l'échange de données, c'est principalement des données interopérables à cause du polyglotte, c'est-à-dire que je ne vais pas envoyer un objet, je ne sais pas, une locale par exemple, ça n'a pas de sens. Par contre, du JSON, des byte arrays, des données binaires, des strings, des integers, tous ces types-là, ils passent très bien, et c'est ce qu'on utilise en général. Et le plus gros consensus en général, c'est plutôt d'utiliser du JSON, bien sûr. Des données qui doivent être immuables. Donc ça, c'est en général, les données sont copiées quand elles passent d'un vertical à un autre, parce que la même donnée pourrait être reçue par plusieurs verticals dans le système de messaging. Donc on supporte point et publish subscribe en local ou en distribué. Voilà. Et donc on va faire une petite démo basée sur l'event bus et le messaging. Donc je ne vais pas la coder non plus. Et là, en fait, on va faire un... Alors, qu'est-ce que la démo? Donc, on va faire un petit dashboard de monitoring. Et l'idée, on va y aller étape par étape. On va commencer petit par faire le vertical qui va prendre les données de monitoring exposées par la JVM. Et puis, il va faire un message JSON et va l'envoyer sur le bus d'événements simplement. Et donc, ça, c'est assez simple à faire. On a déjà vu tout à l'heure comment faire un vertical. Donc là, ça, on a choisi de le faire celui-là en Java. La raison, c'est pas parce que Java est meilleur que d'autres, c'est plus parce qu'après on va le déployer en fait comme un jar dans un repository Maven et après à partir du repo Maven on pourra le déployer automatiquement en fait. C'est une des manières de faire. Donc là simplement dans mon start, je récupère tout ce qui est JMX, tout ça, les informations. Et après en fait je crée un timer périodique. C'est un peu ça périodique. Et je crée ma structure JSON, je mets mon PID, mon process ID, le CPU, la mémoire. Oui, après, il y a un petit hack pour le process ID parce qu'on peut l'avoir en Java. Mais là, la partie importante est là. Et là, je publie mon événement sur le bus et puis c'est tout. Voilà. Et dans le stop, j'ai juste un cancel timer. Alors, plusieurs manières de le lancer. Par exemple, là, c'est avec un main. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce main? Il démarre un vertex local, il déploie un vertical, celui qu'on a fait. Alors, il y a plusieurs manières de déployer un vertical. On peut soit donner la classe Java, l'instance de la classe. On peut donner aussi le nom du fichier .java. Tout à l'heure, quand je faisais vertex run helloworld.java, si je mettais helloworld.java dans mon deploy vertical et qu'il est trouvé, il va être déployé automatiquement et compilé. Et donc voilà, et ça c'est mon déploiement. Alors là, ça va être typiquement la programmation Vertex asynchrone. Donc dans Vertex, tout est asynchrone. Tout à l'heure, je vais parler de toute notre API asynchrone, y compris l'accès au système de fichiers. Et donc là, typiquement, c'est ce qu'on a dans le code quand on a un callback en fait. Là, c'est typiquement le genre de callback qui peut marcher ou échouer. Donc le pattern, c'est on reçoit un objet, l'objet deployment en fait, si on regarde le code du deploy vertical. On reçoit un handler de async result de string. Et async result, c'est soit un objet, c'est une sorte de... qui dit soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, on peut récupérer l'exception. Et si ça a marché, on peut récupérer le résultat. Donc voilà, donc là je vais lancer mon... Alors ça c'est... Voilà. Je lance ça simplement. Et là je vois, normalement, il devrait m'afficher... Voilà, donc dans mon code ici, si ça marche, ça marche. Je récupère mes événements et puis j'affiche juste les informations, donc le PID, le CPU et la mémoire. Voilà. Donc là, ça c'est un projet Maven. J'ai aussi un build.gradle pour ceux qui aiment. Donc là, c'est plutôt pour montrer qu'on n'est pas sectaire sur ça et qu'on veut s'intégrer bien avec tout.
Donc là, par exemple, dans mon processmon, je peux faire un Gradle run, et je crois que normalement, ça va le lancer automatiquement aussi, si je me souviens bien. Voilà. Et ce que je peux faire, qui va être intéressant, c'est que je peux l'installer dans mon repository Maven local. Et donc on verra après à quoi ça sert. Voilà. Donc quand je dis réactif, voilà, c'est pas parce qu'on utilise une API IRX, ce genre de choses, c'est parce qu'on est basé sur les messages et que chaque partie du dashboard va réagir au message qu'il va recevoir en fait, et possiblement renvoyer d'autres messages. Voilà, donc deuxième partie, effectivement cet event bus qu'on a, il s'étend aussi au navigateur. Donc on a une API event bus, celle qu'on a vue là, elle est aussi disponible dans le navigateur, et donc c'est basé sur SockJS. Et donc ça permet donc d'échanger des messages et même de router directement, c'est ce qu'on va voir, des messages dans le navigateur en JSON. Donc là, il faudra forcément du JavaScript. Donc on va voir ça rapidement. Donc là, j'ai mon projet. Donc lui, il a été installé, celui-ci. Donc là, on va lancer le dashboard.js. Alors il y a plusieurs versions. On va d'abord être sur celle-ci, la plus importante. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc là, c'est du JavaScript. Ça, c'est des modules JavaScript. Donc c'est du NPM derrière. On utilise le format NPM. Donc on peut, effectivement, en Java, là, on pourrait imaginer installer n'importe quel module qui vient du monde JavaScript. Si effectivement, il n'accède pas à des API natives, parce que je ne sais pas ce qui se passerait. Derrière, c'est Nashorn en termes de moteur JavaScript. Et ce qu'on utilise, ça vient avec la VM. Donc pour le JavaScript, vous avez rien, avec Java 8, vous n'avez rien installé. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise essentiellement Apex. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que Vertex ne venait pas avec le core ne vient pas avec un framework web. Par contre, j'en parlais un peu après brièvement, on a Apex qui est un framework, alors c'est un toolkit pour créer des applications web. Donc là, effectivement, on a la notion de routeur. Donc ça s'inspire un peu d'ExpressJS. Et ce toolkit, effectivement, là, je l'utilise en JavaScript, mais je l'ai aussi en Groovy, en Java et dans tous les langages. C'est ça l'intérêt de la code génération, c'est que toutes les API additionnelles de Vertex vont être code générées dans le langage. Donc là, ça, je pourrais aussi le faire en Java ou en Groovy. Donc là, on a effectivement une notion de routeur, de handler, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps. Et on a des handlers, et les handlers font chacun, ils interceptent la requête HTTP, et ils font chacun un petit job. Par exemple, gérer la session, gérer la sécurité, c'est un peu le truc traditionnel. Là, celui qui nous intéresse ici, on a le static file handler, c'est pour envoyer les fichiers. Et ce qui nous intéresse, c'est le SockJS handler. Donc on va installer SockJS et on va utiliser aussi un autre quelque chose qui s'appelle l'Event Bus Bridge. Donc il est ici en fait. Et donc là, on va mapper sur eventbus/étoile, ça c'est l'URI, et on va envoyer des événements en fait vers le navigateur. On va les pusher, toujours avec la même API. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je fais dans le business code? Il est un peu là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le deploy vertical. Si vous regardez ici, où je donne en paramètre un préfixe Maven. Et donc ça veut dire, on a ces vertical factory qu'on peut étendre. Et la vertical factory, on en a en général par langage. Celle pour Java prend du Java, elle compile, JavaScript fait ça. Et celle pour Maven, elle va chercher via l'API Aether de Maven le vertical au bon endroit, soit le télécharger, enfin c'est Maven, il se débrouille derrière, et il le lance et il le déploie. Donc là, on va le lancer. Donc là, on va monitorer notre propre process dans ce truc-là. Et là, quand les fameux messages process sur l'adresse, alors ça, c'est l'adresse où je reçois les messages. Donc je fais un subscribe, c'est une sorte de subscribe, le local consumer. Et là, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on récupère les données, puis on les reformate un peu différemment pour l'UI du dashboard, en fait. Donc là, par contre, comme j'ai pas, là, je pourrais faire un runner où je ferais un main qui lancerait du JavaScript, mais pour être plus, je vais faire, c'est le dashboard.js. Je vais le faire en command line, parce que moi, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien, je suis bien habitué depuis Vertex 2 à la ligne de commande, et j'aime beaucoup. Ah, je suis remonté un cran trop haut. Voilà, on y va. Donc voilà notre dashboard. Là, je vais rafraîchir.
Voilà. Donc là, on reçoit nos événements donc, qui sont pushés par le serveur. Donc c'est un peu ce qu'on voyait avant. Si on regarde un peu le code JavaScript dans le navigateur, voilà, donc là j'utilise librairie, j'utilise SockJS, jQuery, il n'y a rien de iCharts.js pour le charting, ça en est déjà certain. Là on a le Vertex Event Bus, donc ça c'est le code pour l'Event Bus dans le navigateur, et donc c'est ce qu'on utilise. Alors il y a pas mal de code, et la partie, alors j'aurais dû encapsuler ça dans les fonctions, je ne l'ai pas encore fait pour la démo. Donc ceux qui viendront après, ils auront peut-être une fonction. Partie importante, c'est ça, voilà. Ici on récupère l'Event Bus, et quand l'Event Bus démarre, c'est en fait quand SockJS crée une connexion, on enregistre un handler pour le dashboard, et donc on reçoit nos événements. Et là, donc, on reçoit le JSON, et en fonction de ça, par exemple, là, je pourrais faire un console.log. Ça va pas marcher parce qu'il va me faire object-object, mais en fait, là, on a tout notre callback, et ça, c'est toute la plomberie UI. Et dans la démo, en fait, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire. Voilà. Ouais, des questions? Non? Tout est clair, j'espère. Donc les nouveautés Vertex 3, c'est ce qu'on va étudier maintenant, on va regarder ça. Alors il y a quelques... Je regarde un peu l'heure parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon. Donc l'API Core dont j'ai parlé, elle n'a pas subi de changements fondamentaux, des petites améliorations par ici, par là. Mais principalement, si vous connaissez l'API Core de Vertex 2, c'est à peu près la même à ces petits changements cosmétiques. La génération polyglotte dont je vous ai parlé avant. Alors, génération polyglotte, on va en parler. Je vous ai dit, on supporte les langages. Et support, en dessous, il y a support de RxJava, RxGroovy, RxJS. Pour ceux qui connaissent un peu la partie, ces API-là, en fait, je crois que je ne sais pas si j'en parle après ou pas. J'en parle après, donc je ne vais pas en parler là, mais je vais juste dire deux mots. C'est en fait cette code génération qu'on applique au JavaScript, on l'applique aussi à RxJava, et donc même si dans le core on ne supporte pas RxJava, on génère une API RxJava en fait automatique pour tout, donc ce qui permet d'accéder à ça. Une chose que je n'ai pas notée ici, c'est on a ces fameux event bus qu'on utilise pour accéder aux données. Dans Vertex 3, dans Vertex 2, quand on accédait à une base, par exemple à Mongo, on envoyait un message à Mongo. Dans Vertex 3, on a ces services, on a des API, donc cette code génération, on la réutilise aussi pour les services et on crée des proxys. Alors, ce n'est pas des proxys dynamiques, mais c'est marche pareil, c'est des proxys qui sont générés à la compilation. Et ces proxys vont utiliser Event Bus avec des opérations asynchrones pour accéder par derrière au vertical MongoDB ou au vertical JDBC. Donc là, je vous ai montré l'utilisation de l'Event Bus, mais on a aussi toutes ces utilisations d'API générées dans tous les langages polyglottes, mais on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, effectivement, c'est la stack supportée de plusieurs composants, en fait, qu'on va passer un peu en revue rapidement. Un autre changement, effectivement, c'est le déploiement. Donc ça, c'est à peu près la même chose qu'avant, compilation à la volée du source. Vous avez vu qu'on peut l'utiliser comme vous voulez, en fait. On a une isolation par class loader qui est optionnelle. Si jamais vous déployez un vertical, vous pouvez lui donner une sorte d'ID. Et il va utiliser des class loaders pour éviter des conflits de librairies, ce genre de choses. Mais par défaut, on ne l'utilise pas. Voilà, donc la stack. Donc Apex, c'est le web framework dont je vous ai parlé. Donc tout accès aux bases de données, tests unitaires, reactive, messaging, cluster, tout ça. Donc ce qu'on va voir un peu en détail là. Donc Apex, c'est ce framework web dont je vous ai parlé. C'est ce toolkit librairie inspiré de Sinatra. Donc c'est basé effectivement sur Vertex Core et l'API HTTP et les WebSockets de l'API HTTP. Alors qu'est-ce que ça gère? Tout ce que vous pouvez vous attendre à avoir de ce genre de choses. Le routing d'URL, la négociation de contenu pour faire du REST, la session. Et donc en fait, quand vous déployez votre application Apex, si vous voulez les sessions, vous rajoutez le handler qui va gérer les sessions. Vous le configurez. Si vous voulez des sessions clusterisées, vous déployez ce handler-là. On gère aussi le templating. Aujourd'hui, voilà, il y en a 4 intégrés. Il pourrait y en avoir plus, c'est assez extensible, vous en doutez. Les web server, l'Event Bus Bridge qu'on a vu avant dans la démo. Et bien sûr, tout ce qui est sécurité, authentification, CORS, authorization, etc. Metrics, ça c'était pas dans la 2. On fournit donc Vertex Core à une SPI qui donne des callbacks avec des metrics. Et après, on a des implémentations basées sur ça. Donc là, on a une implémentation sur Codahel.
On va avoir d'autres implémentations pour différents use cases. Donc Codel, c'est plutôt du local. On va peut-être avoir des implémentations basées sur InfluxDB pour faire du reporting, ce genre de choses. J'ai vu une présentation hier intéressante, il y a 2 jours, sur HDR, histogramme, ce genre de choses. Et donc, ce qui est important là, c'est que voilà, tout ce qui est bas niveau, net server, TCP, Live and Bus, on a grâce à TSPI, on peut créer des statistiques sur ça. Cluster disponibilité. Donc, je vous ai parlé avant de l'Event Bus. Alors, cet Event Bus, une chose importante dont j'ai pas parlé avant, c'est pas un système de messaging. C'est pas l'équivalent de JMS, de RabbitMQ, ce genre de choses. C'est non persistant. Donc, il peut y avoir des failures, ce genre de choses. Et le but, c'est d'être léger, simple et rapide. Et par contre, il est distribué sur un cluster. Donc, on peut publier, envoyer des messages sur le cluster rapidement. Et donc c'est basé historiquement sur Hazelcast et dans la 3.0, alors on n'a pas remplacé parce qu'on est Red Hat Hazelcast par JGroups, mais on fournit aussi une implémentation du cluster manager. La disponibilité, je ne vais pas le couvrir aujourd'hui, mais ça vous permet de déployer un vertical et de garantir qu'il y a une seule instance de ce vertical qui est installée sur le cluster. Donc s'il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui redémarre, avec des notions de quorum, tout ça, pour éviter les partitions. Donc là, petite démo, on va reprendre la petite démo là, et en fait l'idée c'est un peu microservice tout ça, plutôt que d'avoir tout dedans, notre dashboard, en fait, l'application dashboard va elle que agréger des événements, des métriques qui arrivent d'autres nœuds en fait, où chaque truc aurait son nœud et publierait ça en fait. Donc c'est là un peu la partie réactive, un peu plus réactive. Donc on est toujours pareil, le processment on peut le fermer, il ne nous intéresse plus. Donc là, avant, on était sur dashboard.js, là, on est sur monitor.js. Donc ça, c'est une des parties de ce qu'on avait avant. Lui, il écoute le processment. Et en fait, avant, là où on envoyait avant cette métrique-là dans le navigateur, et là, en fait, on va l'envoyer dans un nœud qui va agréger tout ça. Et voilà, après, va servir ces métriques. Donc le code ne change pas trop, sauf que là j'ai plus la partie Event Bus et j'ai plus la partie SOC.js Event Bus Bridge. Et là on a fait le dashboard en Groovy. Donc là on retrouve le code, toute la plomberie Apex. Et ce qu'on fait, c'est que là on a un dashboard. Simplement le dashboard, qu'est-ce que c'est? C'est une structure de données, une HMAP, et dedans on met une métrique, un ensemble de JSON métriques par PI, par Process ID. Donc chaque fois qu'on reçoit un message, on prend et on le met dans... Ça en Groovy, c'est un put all. Donc on prend tout et on agrège tout en fait. Et puis là, après, j'ai un truc périodique qui va... alors lui, il l'imprime, on va le voir, on marque. Et puis qu'il publie là, par contre, dans le navigateur directement. Et donc on peut agréger tout ça. Donc là, l'idée, c'est de le lancer avec... Youhou. Donc là, je vais faire un vertex run sur le dashboard Groovy avec l'option cluster. Voilà, il démarre. Alors espérons qu'il n'y ait pas de problème. Là, c'est du cluster multicast. Comme c'est Hazelcast là que j'utilise, on pourra avoir un fichier de configuration pour faire du... Vous voyez, il n'imprime rien du tout en fait, puisqu'il y a encore personne qui a démarré. Et là, si je fais un vertex run sur... c'est monitor.js. Donc lui démarre, il utilise la même IP, donc c'est cool. Parce que des fois, quand j'utilise le VPN, des fois il bloque le multicast, et donc les démos ne marchent plus. Voilà, et là je reçois mes trucs. Donc là je monitore les métriques de ce vertical. Donc tout ça, je pourrais après l'embarquer dans un autre vertical et puis le déployer, le mettre dans un repository Maven ou dans un jar et puis le déployer après dans mon application. Simplement. Parce que souvent on a des verticals qui servent... certains implémentent des logiques applicatives et d'autres ne servent qu'à coordonner des déploiements et à dire je déploie ça, ça et ça dans mon application et hop, c'est parti. Donc là, si je vais dans mon navigateur, par contre, je pense que je dois rafraîchir. Donc là, j'ai mes métriques qui arrivent. Voilà. Et donc là, le truc sympa, effectivement, c'est que si j'en démarre un autre monitor, en cluster, il va rejoindre son petit copain. Voilà, non, pas encore. Voilà, l'autre qui arrive, il a démarré.
Donc là, j'ai dans mon navigateur, j'ai construit mon petit dashboard de manière réactive. Voilà, donc accès aux bases de données. Là, je vais peut-être aller un peu sur un peu de source code, on va peut-être faire pour vous montrer le. Donc on accède à du. Alors on enveloppe du non bloquant, MongoDB, Redis, et il y a aussi un driver MySQL asynchrone. Et on marche aussi avec du bloquant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait du bloquant? Ça marche aussi. On encapsule la partie bloquante dans un vertical et on déploie ce vertical comme un vertical worker. Et donc là, il va utiliser un thread pool dédié en fait pour gérer ça et on va pouvoir gérer le nombre d'instances de ce worker. Et donc l'event bus va par contre garantir l'accès que quand on appelle ce worker, la tâche bloquante est exécutée dans le vertical bloquant et quand il renvoie le message, ça repasse par l'event bus et il fait un rappel à mon vertical initial qui faisait la requête avec le bon thread de la requête. Donc c'est ça qui... C'est un des points clés à comprendre un peu. Et là, donc, je ne sais pas si on a le temps en fait. Ouais, je peux le montrer si je trouve. On va prendre par exemple MySQL Postgre. Donc là, effectivement, la manière dont on utilise, donc un vertical comme ça, en fait, on y accède soit directement via l'event bus avec des données non typées, où on a cette API, donc vous voyez, qui est générée avec des vertexgen, proxygen, dont l'implémentation va faire toute la partie event bus générée en fait. Donc par exemple, là je récupère une connexion, et quand je récupère ma connexion, j'ai un async result handler de connection, et la connexion SQL, elle me continue à me faire des appels pour faire des genres de choses. Et si je regarde l'implémentation de ça, parce que les codes générés, le code est là, on voit bien que le code généré, en fait, utilise par-dessous, il fait un peu ce que vous feriez à la main, il utilise l'event bus, en fait, pour faire toutes ces choses. Là, on ne le voit peut-être pas. Là, il y a de l'event bus, tout ça, quoi. Il crée des handlers, il prend des connexions, etc., etc. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez débugger le code généré. Quand vous avez un proxy dynamique, vous ne pouvez pas trop le débugger. Reactive APIs, des questions? Non, tout va bien? Tout le monde suit? C'est cool. Oui. C'est pas encore 100% documenté, mais effectivement, le but, c'est ça aussi. Voilà. Reactive APIs, donc effectivement, c'est un peu le buzzword du moment. Alors, ce qu'on a vu avant, le Reactive Dashboard, c'était dans le sens vraiment primitif du terme. On réagit à des événements, plus comme ça. Et là, c'est plus la partie API RxJava, ce genre de choses. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on a tous ces callbacks. Et effectivement, quand on a des callbacks, on finit souvent avec ce qu'on appelle un callback hell. C'est-à-dire, donc, souvent, on peut avoir quand on fait plusieurs opérations qu'on compose, en fait. On appelle une fonction, on a un résultat, on appelle une autre fonction, etc., etc. Et on peut avoir des imbricages de callback un peu comme en JavaScript, d'ailleurs, ou même exactement comme en JavaScript. Et donc RxJava fournit des API pour Rxifier en fait ça, et fournit des API pour composer tout ça facilement, faire des opérations assez puissantes. Alors par exemple, attendre que deux résultats arrivent en même temps, faire des bufferisés, appliquer des opérations style mapping ou reduce, faire des map reduce, ce genre de choses. Donc j'ai parlé avant de la fameuse API Rxifier. Donc par exemple, là dans mon cas, vous voyez, si je regarde ici, alors, il y en a une ici, c'est une bonne question, je pense qu'il y en a une, oui. Vous voyez, j'avais un start, alors là, quand je démarre voilà, typiquement c'est ça, quand je démarre ici, j'ai mon opération start où je donne un handler de async result, donc ça c'est un résultat asynchrone, qui est soit un échec, soit un succès. Et dans le code généré, ça c'est l'API RxJava Observable. Alors chaque méthode qu'on a, on a toujours le start, donc on peut toujours l'utiliser comme l'API Java, mais on a code généré un start observable en fait, qui va nous renvoyer un observable. Et donc on va pouvoir utiliser ça pour faire des choses comme ça en fait, faire des compositions, des subscribes. Qui est familier ici avec RxJava, ce genre de choses? Hier il y avait une session sur ça, je crois. Donc ça, automatiquement code généré. Donc tout Vertex lui-même est comme ça, toutes les API d'accès aux données, ce genre de choses. Et donc voilà, maintenant effectivement j'ai une petite démo avec ça.
Alors c'est toujours la même chose, on fait exactement pareil qu'avant, on agrège les dashboards. La différence c'est que là je le commente, celui-là, et puis on le fait avec la version RX. Alors là c'est du RX Groovy, c'est à peu près le même principe. En Groovy ça marche différemment, ça marche avec le métaprogramming. On utilise ce qu'ils appellent des extensions de méthode. Donc en fait en Groovy, tout ce qui utilise des readstreams ou des writestreams de Vertex gagne automatiquement une méthode toObservable pour récupérer l'observable. Donc là, je fais sur mon body stream. Donc là, c'est comme avant, je récupère mon consumer de metrics. Donc ça, c'est un flow, ça va être un flow de messages, un flow infini, enfin infini jusqu'à ce qu'on m'envoie des messages, ou jusqu'à ce que l'observable désouscrive de l'observable. Et les messages qui arrivent, effectivement, c'est les messages des monitors.js. Le body stream, en fait, c'est une petite opération. En fait, ici, ce qu'on récupère comme stream, c'est pas un stream d'objets, c'est un stream de messages. Et avec le message, on peut avoir accès à l'objet. C'est ce que je faisais ici. Je faisais un message body. Et quand je fais body stream, ça me redonne un nouveau stream, mais que des valeurs qui sont dedans. Comme ça, je n'ai pas besoin des zones wrappées, c'est sympa. Là, j'appelle mon toObservable, je récupère mon observable, et après, là, je fais mes opérations. Donc, exactement comme avant. Là où je faisais un set périodique de 1000, là, je bufferise tous mes événements qui arrivent pendant une seconde. Donc, je passe d'une structure JSON de métriques qui arrive et on les accumule et on récupère une liste de tout ce qui est arrivé pendant une seconde. La deuxième opération, on fait un map en fait. Donc, on prend cette liste de JSON et on retrouve la même structure de données qu'on avait ici. Donc, c'est l'équivalent de ça. Et on récupère une hashmap où l'ID, c'est le process ID, enfin la key, c'est le process ID, et la valeur, c'est la métrique. Et donc grâce à ça, et ici après, ça c'est la partie toujours RX, on subscribe. Donc là, on reçoit dashboard, c'est la fameuse hashmap, et on l'envoie sur l'event bus, exactement comme ici. Voilà. Donc si je l'exécute, ça va marcher exactement pareil, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Ça fait quoi, une demi-heure là? Non. 40 minutes. Il me reste 10 minutes. Vertex Unit, ça aussi, c'est assez important. Effectivement, quand on écrit du code, on aime bien qu'il soit testé. Donc, à quoi sert Vertex Unit? Il sert à écrire des tests asynchrones. C'est inspiré de JUnit, pas tant que ça, aussi pour certaines parties, mais surtout de QUnit, qui est un framework de test JavaScript. Qui connaît QUnit ici? Un peu? L'idée, en fait, ce qui est compliqué à gérer quand on fait des tests asynchrones, c'est qu'en fait, je vais le montrer plutôt dans le note test, en fait. Ça va être plus... Donc, je retourne dans le process one, c'est là où j'ai des tests, où j'ai mes tests. Donc, ça, c'est mon test. Donc, alors, on a deux manières d'utiliser. Soit on l'utilise en mode polyglotte, où là, on a une API un peu à la JUnit, un peu à la JavaScript. Effectivement, en JavaScript, on n'a pas d'annotation, donc on a une API pour créer des test suites, on rajoute des test cases avec des genres de choses, et puis après on exécute. Mais il y a aussi une intégration JUnit, en fait, qui marche avec Runways Vertex Unit Runner. C'est 100% compatible avec JUnit et aussi avec les extensions. Par exemple, si vous avez fait des rules pour répéter des choses, ce genre de choses, ça marche avec. Donc le runner est bien intégré, on a fait attention à ça. Et donc, le point important quand on écrit un test unitaire, un test, parce que si on utilise des bases de données dans un test unitaire, certains disent que c'est plus un test unitaire, mais c'est un test d'intégration. Bon. À la fin, l'important, c'est de tester. Quoi que vous faites, surtout que Vertex vous permet d'être embarqué facilement, donc la frontière devient plus floue. Donc, voilà, c'est quand on termine là, en fait, le test, quand on est à la dernière instruction, dans notre test ici, le test pourrait ne pas être terminé. Si par exemple je teste que j'envoie un message, je lance un serveur, je fais une requête, la requête n'est pas là, soit je devrais bloquer en fait jusqu'à ce genre de choses, jusqu'à ce qu'il arrive, mais ça peut être un problème. Donc notre intégration en fait, le Vertex Unit Runner gère ça en fait. Et c'est surtout important en fait quand on teste plusieurs choses et qu'on a ce qu'on appelle ce qu'ils appellent en QUnit des asynchronous exit callback. Donc c'est en fait cet objet-là. En fait. Quand on crée un objet async,
Là, si je ne crée pas d'objet async, le test va se terminer à la fin de cette méthode. Quand je crée un objet async, le test ne va pas se terminer tant que l'objet async est ouvert, en fait, ou tant qu'il n'y a pas une failure. Et donc là, dans mon code, qu'est-ce que je fais? Là, je déploie mon monitor, mon vertical, exactement comme on a fait avant, sauf que là, je lui en donne une instance, je fais un new. Et quand je reçois mon premier message, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas vérifier la valeur du CPU ou du PID. À la limite, je pourrais vérifier que c'est des valeurs dans le bon type, mais ça n'a pas trop de sens. Je désenregistre mon consumer, qui est ce qui écoute les messages, et puis j'appelle async complete, qui lui dit c'est bon, le test peut être terminé. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut créer et chaîner plusieurs async. Donc si vous avez un test qui doit se terminer, si on a reçu un message là et un message là, ça permet de le faire facilement. De la même manière, exactement le même test. Là, c'est le même test en JavaScript, sauf qu'on utilise l'API JavaScript, donc c'est plus du... Donc on crée un objet test suite, on fait exactement la même chose, et puis là on le lance comme ça, puis on le lance là avec des reporters. Alors dans JUnit, c'est intégré, comme c'est intégré JUnit, tout le système de reporting est géré par JUnit. Là, dans ce cas-là, on reporte vers la console, ou on peut reporter vers l'event bus, ou on peut reporter dans un fichier XML compatible avec JUnit pour Jenkins. Donc là, je pourrais juste... Donc là, l'idée, c'est plus comme ça, c'est plus... je lance mon test, j'écris mon petit test en JavaScript ou en Groovy et je le lance et voilà, et mon test passe comme ça, enfin ma test suite, je peux voir les résultats directement. Et éventuellement avec l'event bus, l'idée c'était sur un cluster aussi de lancer des tests sur plusieurs nœuds et de tout agréger les résultats dans un nœud du cluster. On peut l'utiliser comme ça par exemple. Voilà. Le projet en lui-même, donc effectivement dernièrement c'était là. Vous avez des questions déjà sur ça avant d'embrayer sur la suite? On a presque fini. Donc le dernier release, c'était la milestone 4 qui a été faite donc la semaine dernière, j'en ai parlé au début. On a encore une ou deux milestones prévues jusqu'à la fin. Alors on ne fait pas de bêta parce que comme on fait partie d'Eclipse, Eclipse n'a pas le concept de bêta, mais c'est plus des bêtas. C'est pas des milestones style, on en a fait que la moitié, ça va pas quoi. Donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui dedans? La prochaine milestone, dans la 3.0, ce qu'on aura qu'il n'y a pas aujourd'hui, on va avoir le Ruby. Alors Ruby, c'est 98% terminé. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de l'intégrer, on a travaillé sur d'autres choses. Il faut qu'on fasse une revue du code, qu'on l'intègre. Donc qui permet d'exécuter du Ruby, de déployer des gemmes, ce genre de choses. Le cluster manager JGroup. Et après, ces différents composants Vertex. Donc il y a l'intégration Redis, OpenShift, le messaging MQP, RabbitMQ, InfluxDB. On a une roadmap en fait, si ça vous intéresse. Dans le wiki ici, GitHub, Vertex 3, Vertex issues, c'est un truc, voilà, Vertex Roadmap. Donc voilà, donc la 3, là, en fait, vous voyez, en fait, mon slide, c'est un peu ça, quoi. Et la 3.1, donc, alors, la 3, elle est prévue pour quand? D'après ce que j'ai entendu, enfin, d'après ce que m'avait dit Tim, c'est qu'ils voulaient la faire avant le Red Hat Summit. Juin en fait. Effectivement, on a un peu de retard sur la 3.0 pour diverses raisons. Donc la 3 sera là et ça c'est la 3.1. Alors qu'est-ce qu'on va s'attendre dans la 3.1? Plus de langages. Tout à l'heure je vous ai montré qu'on avait à peu près la moitié des langages portés existants. Tout ce qui concerne l'Internet of Things, puisqu'effectivement un des gros use cases de Vertex, c'est la scalabilité et gérer tout ce qui est Internet of Things, beaucoup de devices qui se connectent. Cassandra, HTTP2, et pour les event bus, les choses qui manquent, différents types de transport. Aujourd'hui, c'est du NetSocket, du TCP, mais on pourra avoir un protocole différent. On veut avoir des protocoles différents pour communiquer à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on peut communiquer avec l'event bus via le Bridge WebSocket, en fait, mais on pourra avoir d'autres protocoles pour se connecter à partir d'un iPhone, ce genre de choses plus claires ou différents. L'encryption, surtout, l'autorisation. Le contrôle de flux, on ne le fait pas encore sur l'event bus, et ça, on voudra le faire, c'est important. Donc voilà, donc en conclusion, alors j'ai pas trop utilisé, j'ai essayé d'utiliser le moins possible de buzzwords pendant ma présentation. Donc qu'est-ce que Vertex? En fait, oui, j'ai pas trop dit du mal des autres modèles. Enfin, en fait,
L'idée, c'est aussi, là où il y a quelques années, on avait, on a encore d'ailleurs, un modèle centralisé d'applications, avec des application servers, on déploie des choses. Vous avez vu que dans Vertex, on éclate les choses, on peut les répartir, on peut choisir comme on veut. Et effectivement, le buzzword derrière tout ça, c'est un peu les microservices, ce genre de choses. Alors, comme je vous ai dit aussi, on peut l'utiliser comme vous voulez, donc c'est pas... faites comme vous voulez. Et c'est un peu ce vers quoi on s'achemine. Le fameux modèle de concurrence simplifié, si vous écrivez des verticals et que vous gérez des choses concurrentes, c'est vrai que c'est quand même bien pratique d'avoir ça et de moins se prendre la tête surtout sur des race conditions qui sont souvent compliquées à débugger. Comme on veut, donc système de build, ligne de commande, Gradle, Maven, distribué ou non, voilà. Ça, c'est les slides d'après. Donc voilà, j'ai terminé. Vous avez des questions ? Ça dépend ce qu'on a utilisé. Donc, la question, c'est est-ce que la migration depuis Vertex 2, c'est faisable? Oui, c'est largement faisable. C'est toujours les mêmes principes. On n'a pas de moulinette magique qui va prendre une application et va la transformer en Vertex 3 automatiquement. Ça, on ne sait pas faire. Puis c'est votre code qui l'avez écrit, donc c'est vous qui l'avez écrit, donc vous savez le mieux le faire. Par contre, est-ce qu'on pourrait fournir des guides pour aider? En tout cas, une chose importante, c'est qu'on a une très, très grande communauté sur le Google Group et sur l'IRC. Et si vous allez sur le Google Group, vous aurez certainement des réponses à toutes vos questions, soit par la communauté, ou soit par moi ou d'autres personnes du projet. Si on parle d'une application web, web service et DAO, disons qu'une application qui fait des web services, c'est quoi les bonnes pratiques? Donc des web services REST? Si on a déjà une application en 3 couches. D'accord, qui fait un accès base de données JDBC. Donc la question, c'est quand on prend d'une application assez traditionnelle, 3 couches, donc que ça soit d'après du web ou du REST ou du web service classique, enfin old school, et qu'on veut la migrer à Vertex, quelles sont les bonnes pratiques? La réponse, c'est on va faire dans un... Alors ça dépend vers quoi on veut la migrer. Si on la migre vers imaginons qu'on la migre vers un service REST, on va écrire avec Apex, par exemple, son service REST, et toute la partie accès aux bases de données, on va l'encapsuler dans un worker vertical, en fait. Soit on va utiliser quelque chose comme JDBC directement. Aujourd'hui, on n'a pas d'Hibernate ou de truc d'object mapping, et on ne veut pas en avoir. Alors pas parce que, effectivement, récemment, il y a eu un peu des retours de bâton sur Hibernate, c'est trop compliqué, tout ça. Non, c'est pas pour ça, en fait. C'est parce que c'est pas... Si on faisait une API Hibernate, style, il faudrait qu'elle soit compatible avec tous les langages, et ça, on ne pense pas que ce soit possible. C'est plus pour cette raison. Par contre, vous pourriez très bien prendre votre code Hibernate, le mettre dans un worker vertical, accéder à votre session, faire ce genre de choses vous-même, et échanger des messages via l'event bus avec votre partie REST. Quelle couche? Alors là, c'est votre choix. Soit vous pouvez faire du REST, ou soit vous pouvez utiliser Event Bus. Tout dépend. Même si nous, on aime bien l'Event Bus parce qu'on trouve ça très puissant, beaucoup de gens font le choix de rester sur du REST parce qu'ils voulaient simplement exposer des API et faire qu'elles soient consommées par une application. Vous, si vous connaissez votre consumer, c'est votre application vous-même qui fait du JavaScript, il n'y a pas de problème. Vous maîtrisez ça. Par contre, si vous voulez l'exposer, c'est une API publique que vous voulez exposer à d'autres personnes, ce sera forcément plutôt du REST en fait. Une autre question? Oui? Comme? J'ai pas entendu. RabbitMQ. Alors, première question, alors, je vais rappeler les questions. La première, c'est est-ce qu'on peut échanger l'implémentation de l'Event Bus et à la place prendre RabbitMQ ou autre chose. Là, tout de suite, c'est pas possible. Alors, on va avoir des notions de transport pluggable. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut considérer que RabbitMQ. Je pense que ça va être possible.
L'autre manière de faire, c'est de passer par des bridges, c'est-à-dire par l'event bus, on parle à un worker, un vertical RabbitMQ qui lui va prendre le message et va l'envoyer via son protocole au truc, et ça marchera très bien, c'est relativement simple à faire. Après, via les transports, je pense que je ne suis pas spécialiste de messaging non plus, mais je pense que ça va être possible. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on prévoit de supporter Kotlin? La réponse, c'est en fait, j'ai discuté avec une personne de JetBrains récemment, et ils sont intéressés, eux, par faire le code générateur Kotlin pour avoir cette API, et ils ont dit qu'ils allaient revenir vers moi, vers nous, pas très rapidement, je ne sais pas quand, mais c'est ils sont intéressés par le faire, et ils vont certainement le faire. D'autres questions? C'est fini? Une dernière question? Par rapport à... Le premier, j'ai entendu AK, mais avant? Oui, alors le modèle d'Event Bus est un peu similaire à AK, pour ceux qui connaissent, de message pacing. Je pense que Vertex n'est pas là pour remplacer AK, c'est-à-dire AK fournit quelque chose qui est similaire, mais le modèle de programmation est un peu différent. Par contre, une chose dont je n'ai pas parlé avec la partie réactive, c'était sur le slide, c'est qu'on implémente la spécification Reactive Streams, qui est une sorte de... Alors, ce n'est pas une API pour faire du réactif comme du RxJava, c'est une API que n'importe qui peut, une SPI ou SPI que n'importe qui peut implémenter pour être interopérable avec les autres subscribers consumer. Voilà. Donc, comme on implémente ça et que AK implémente Reactive Streams, on peut facilement brancher Vertex et AK ensemble, en fait, via cette API. Je vous remercie. Bonne journée.